François Salin, venez me rejoindre maintenant parce que on va justement descendre d'un étage et se rapprocher encore un peu plus du terrain. Quand on discutait ensemble, vous avez eu cette phrase très très juste. Comment est-ce qu'on va organiser cette affaire pour essayer de dépenser intelligemment l'argent dont on dispose? C'est donc tout le propos d'Unitech que vous venez présenter maintenant. Vous êtes vice-président délégué d'Unitech. On est à Bordeaux, on est en Gironde. Vous-même, vous êtes encore chef d'entreprise. Enfin, vous êtes encore chef d'entreprise. Officiellement, oui. Ouais, parce que vice-président délégué d'Unitech, ça doit vous prendre pas mal de temps quand même. Non, il y a des gens qui travaillent pour moi, donc c'est bien. D'accord, ça marche. Une entreprise qui prend plus de temps. Et d'ailleurs, votre parcours personnel et un parcours partant de la recherche fondamentale pour aller vers l'entreprise à travers la technologie du laser, c'est ça ? Exactement, oui. Et ça, on en dira un mot. Il se trouve que à un moment, et c'est ce qui vous a évalué cette phrase que je trouve très très intéressante. On finance les pertes et on vend la rentabilité. Au seuil de rentabilité, c'est les Américains qui ont racheté votre boîte, c'est ça, hein, Absolument, oui. Voilà. Alors, racontez-moi un petit peu ce qu'est Unitech, ce que vous avez voulu faire et en quoi est-ce que ça concerne, en quoi est-ce que ça consiste. Alors Unitech, c'est une structure publique, en l'occurrence, qui a été créée en 90 par Alain Rousset, qui est maintenant président de la région Aquitaine, sur un modèle qui était à l'université de Lund. Ils sont allés en Suède avec un certain nombre de gens piquer cette idée-là. Et Unitech veut dire, a priori, université technologie, donc c'est une technopole. Alors la langue française est intéressante puisqu'il y a deux mots qui ont le même... technopole peut s'utiliser au féminin et au masculin. En l'occurrence, c'est la partie féminine, c'est-à-dire que c'est un ensemble plus de techno services. que pôle alors qui... Non, c'est un technopole, c'est ce qui intéresse les maires en général, parce que c'est là où on met les entreprises. Donc ça paye des taxes. Une technopole, ça s'intéresse aussi aux entreprises, mais on ne possède rien, nous. On se contente de donner des services pour faire en sorte que justement les entreprises puissent grossir d'une part et survivre éventuellement. Enfin, démarrer d'une part et survivre après. Vous vous rendez compte, donc, quand c'est masculin, c'est massif et c'est plein de pognon, et quand c'est féminin, ça ne possède rien, mais ça résout les problèmes. C'est un truc de dingue quand même, non? Extraordinaire. Ceci dit, c'est une dualité qui est intéressante parce qu'il faut bien les deux à un moment donné. Mais quand on ne veut que l'un, on se trompe. Donc la technopole, en l'occurrence Unitech, est là pour essayer d'aider les entreprises ou les porteurs de projets. On s'intéresse surtout aux porteurs de projets au tout début pour l'instant. Et on verra justement qu'on a un deuxième étage futur. C'est quoi le tout début? C'est une feuille blanche? C'est l'amorçage? Il faut qu'il y ait un chiffre d'affaires? Il faut qu'il y ait quelque chose? C'est quoi? Ça va du thésard qui a eu une bonne idée dans sa thèse, qui n'a même pas encore fini sa thèse et qui se dit je vais créer une entreprise et qui vient voir la technopole, en l'occurrence Unitech, à qui il faut apprendre ce que c'est qu'un business plan, ce que c'est qu'une comptabilité, des ressources humaines, une entreprise. Ah oui, vous faites tout. On peut partir de zéro. Et il y en a qui réussissent en partant de zéro, étonnamment. Et il y en a qui ont créé déjà 10 entreprises et qui continuent à venir voir. Il y en a un dans la salle là qui continue à venir voir Unitech. On est un peu embêté parce qu'on a l'impression qu'on va plus apprendre que lui apprendre, ouais, c'est ça. Ce qu'on oublie, c'est qu'Unitech, c'est 275 entreprises depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans, 25 ans, avec à peu près 75% de taux de réussite, taux de survie, en fait. Et donc, il y a une statistique là derrière qui dit qu'en gros, toutes les conneries, on les connaît. Évidemment, même si on a créé 9 entreprises, on a eu 9 chances de faire des conneries. Nous, on a eu 275. Et donc, ça, c'est vraiment très utile pour les autres. C'est-à-dire que ça permet d'élaguer. Autrement dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre de donner de la valeur et de trier un peu, de donner des projets en fait qualifiés à des gens qui vont essayer de les financer éventuellement, sachant qu'Unitech n'a pas d'argent, ne distribue pas d'argent, et ça c'est une liberté extraordinaire. Que les gens viennent nous voir parce que justement on est pauvres, ça c'est fondamental. Vous pouvez recevoir n'importe qui en plus. Alors on peut recevoir n'importe qui, on sait pourquoi les gens viennent, c'est parce qu'on a quelque chose à leur apporter et qui n'est pas un chèque à la fin. Et justement, à pouvoir les aider, alors on parlait du guichet unique, il se trouve qu'à Bordeaux ça se passe très bien avec Unitech. Effectivement, on rentre à Unitech, on ne sait pas très bien par quelle fenêtre ou porte on va sortir, mais on va se retrouver à un moment, alors moi je dis toujours Oseo parce que je suis de la vieille école, mais on va se retrouver un moment à Oseo, un moment au conseil régional, un moment à la mairie, un moment à la... Maintenant c'est BPI France. BPI France, dites avec moi, BPI France, avec un I au-dessus et un I en dessous. Voilà. À un moment donné, je crois qu'on se réexplique, parce qu'il y a longtemps, les Girondins et les gens de Paris n'étaient pas tout à fait d'accord, justement, et le mot France peut un peu gêner dans les régions, quand même. Donc, non. Si. Qu'est-ce que vous on aimait bien notre petit Oseo local, en fait, et on est un peu perdu, je pense, par la structure. Il va falloir du temps pour qu'on s'habitue à tout ce qui peut se cacher derrière BPI France. Pour vous, c'est jacobin, forcément, le truc? C'est pas jacobin, mais c'est clairement plus massif. C'est à Paris, c'est central, ils ne nous connaissent pas. Alors, je vais dire un truc difficile. C'est peut-être moins humain, ce qui est faux, parce que ce sont les mêmes hommes. Simplement, c'est sûrement beaucoup plus gros. Et il va falloir justement que les gens des régions s'habituent à ce que les mêmes personnes ont maintenant plus de pouvoir et plus de moyens. Et ça, c'est intéressant, et ça va être un chemin pas tout à fait simple à faire.
Donc en l'occurrence, on n'a Et pas... vous avez entendu Paul-François Fournier, c'est quand même diablement intéressant comme ambition, justement que de rassembler. Avant, vous aviez 14 portes à pousser pour espérer faire quelque chose. A priori, ils vont essayer de rationaliser ça en une seule ou deux. Allez. Alors, oui et non, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on résume la vie de l'entreprise à un problème de financement. C'est un point extrêmement important, mais c'est un outil. L'entrepreneur, il a besoin de ressources humaines, il a besoin d'un local, il a besoin de clients, il a besoin d'une techno, il a besoin d'un peu de stratégie au milieu de tout ça. Et bien sûr, il a besoin de beaucoup de financement pour faire tourner la machine. Mais s'il n'a que le financement, on tombe sur des choses très tordues où justement les gens ne pilotent plus leur entreprise en fonction de leur stratégie, mais en fonction des financements qu'ils vont obtenir. Et malheureusement, là pour le coup en France, on est assez bon à ça. C'est exactement ça. Je suis malheureusement un bon exemple parce qu'effectivement, je sais récupérer beaucoup de financement. Si j'avais eu autant de clients que je n'ai eu de dossiers de financement, je pense que je serais nettement plus riche. Et j'ai été formé à la mauvaise école. Ouais. Je suis ingénieur, je ne suis pas commercial, et on oublie la partie importante de l'entreprise, qui est quand même qu'il faut vendre un jour ou l'autre. Donc ceci dit, pour revenir sur BPI France, bien sûr, c'est un élément extrêmement important. Le fait même que ça grossisse et qu'on puisse maintenant aller à des choses plus larges que simplement l'aide à l'innovation qu'on connaissait bien chez Oseo, c'est fondamental. Sinon, on fait survivre des entreprises, on ne les fait pas croître. Typiquement, Unitech, les entreprises, la moyenne qu'on a, c'est 14 emplois par entreprise. Alors c'est à la fois pas très glorieux, ceci dit, c'est largement supérieur à la moyenne nationale. Donc Oui. c'est là le problème, c'est que Oui. les entreprises innovantes, en moyenne, ça ne crée pas beaucoup d'emplois pour l'instant. Et ça, c'est un vrai challenge. Et effectivement, c'est un problème de nouveau de fonds propres, c'est un problème d'aider les gens à aller un peu plus loin et pas se contenter de survivre. Parce qu'ils sont heureux de survivre, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça un peu le rôle d'Unitech, c'est d'essayer d'à la fois les pousser... Donc, donner une espèce de formation de base à ceux qui en auraient besoin. Ouais. Vous vous occupez aussi d'aller plus loin dans l'étude de marché, d'essayer même de voir des perspectives ou des pistes commerciales auxquelles l'entrepreneur lui-même n'aurait pas pensé. Tout à fait, oui. On peut aller jusqu'aux ressources humaines, par exemple, sans faire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de chargés de mission qui ont des compétences, mais il y a surtout un réseau extraordinaire. Et donc, régulièrement, la réponse d'Unitech, ça va être de dire, allez voir Oseo, allez voir BPI France, Ouais. allez voir le conseil régional, Ouais. ou allez voir un cabinet privé. Vous avez un problème de ressources humaines, honnêtement, vous êtes un très bon scientifique, vous ne saurez jamais diriger votre entreprise. Donc, Ouais. allez voir un cabinet de ressources humaines, Ouais, c'est ça. on va vous aider à trouver un PDG. Ouais, c'est Et ça ne vous empêchera pas d'être propriétaire de l'entreprise. Vous ne serez simplement pas le PDG. Ouais. Et ça, au moins, vous allez pouvoir survivre. Et les Américains, pour ça, sont sans doute plus pragmatiques. On a chez nous, en particulier chez les créateurs d'entreprises, cette difficulté à confondre le pouvoir salarié et le côté capitalistique. Quelqu'un peut très bien avoir 100% du capital sans être le PDG de la boîte et gagner beaucoup plus d'argent à la fin. Ça, il faut bien qu'on le sépare. Il y a des équivalents d'Unitech ailleurs en France ? Je crois, oui. Ça ne porte pas le même nom. Je crois que justement, un des messages que j'aimerais porter, c'est qu'il faut surtout s'appuyer sur les structures locales qui existent. On parlait un peu de Lille tout à l'heure. Il y a des choses extraordinaires que je ne connaissais pas, justement. Et pourtant, j'étais président des technopoles d'Aquitaine pendant un moment, donc j'aurais dû savoir un peu ce qui se passait ailleurs. Mais bon, il y a, je crois, localement, une façon de s'organiser qui dépend du tissu local, qui est souvent vieille, 24 ans pour Unitech. Ouais. Il faut surtout s'appuyer là-dessus, parce que les gens sont inscrits dans le réseau. Il faut leur donner des moyens, soit, mais il ne faut pas oublier que localement, les gens, depuis longtemps, se connaissent, se parlent. L'innovation, à mon sens, c'est un problème local, c'est un problème d'homme. Il faut se voir, il faut se connaître, il faut lui donner une dimension, nationale, mais surtout internationale à un moment donné, mais ça démarre toujours par des personnes qui se rencontrent et qui s'apprécient et qui se font confiance, en fait. Donc le côté local est important, et il y a sûrement un peu partout des façons de faire très différentes. Nous, on a un incubateur, par exemple, régional, qui a été créé par le ministère, qui, je vais le dire, fonctionne mal. C'est pas très grave, il se trouve qu'on a autre chose. Il y a d'autres endroits où ça fonctionne parfaitement bien. Donc il ne faut pas tuer tous les incubateurs, il ne faut pas non plus ne faire que ça. Il faut s'appuyer sur ce qui existe ou ce qui existait, puis aller aux endroits où ça ne marche pas. Un dernier point, quand vous disiez, donc vous-même vous êtes vendu à une boîte américaine, vous avez subi un choc de culture d'ailleurs, vous me disiez, la culture du trimestre, et oui, voilà. La culture du trimestre, mais en même temps, c'est une boîte cotée, c'est ça Alors, c'est ça le problème, ouais. oui. C'est que, effectivement, moi j'ai pourtant vécu aux États-Unis, donc je les connaissais un peu. Je croyais les connaître un peu, et effectivement, on s'est vendu à une boîte qui est cotée sur le Nasdaq. Donc, en gros, la perspective maintenant, c'est 3 ans. Et pour quelqu'un comme moi qui suis chercheur d'origine et qui vit dans l'innovation. 3 ans, pardon. 3 mois. 3 mois, ouais, parce que 3 ans. 3 mois. Éternité. Et évidemment, 3 mois, ma foi, si on change d'avis tous les 3 mois, on va pas très très loin. Donc c'est compliqué, c'est leur façon de vivre. Mais ils y arrivent quand même. Ils on en connaît des grosses qui s'en sortent bien avec le trimestre. Ils arrivent à vendre, hein. effectivement. Ouais. Et donc, c'est pas grave, on créera une autre entreprise, il y a autre chose à faire. Merci beaucoup pour ce témoignage. Si
Olivier Piètre va venir nous rejoindre sur scène. Mais restez peut-être un petit peu, parce que Jean-Noël de Galzin, il s'est absenté 2 secondes. Est-ce que vous avez des questions pendant qu'on est là? Ah bah vous êtes là, Jean-Noël, c'est à vous de venir maintenant. Est-ce que vous avez des questions pendant qu'on est là? Non? Oui? Jeune homme, on va vous apporter un micro. Regardez ça. Ça va être très bien. Monsieur qui est là-bas, levez la main, monsieur. Ou pour Gilles Babinet, ou pour Paul-François Fournier. Désolé pour ma question qui va peut-être paraître bête, mais quel est vraiment le fond de la différence entre un technopôle ou une technopôle et un incubateur, qui est un mot que je connais peut-être trop dans le sens parisien où il y a peu d'espace, mais quel est vraiment le fond de la différence entre ces deux choses-là? De nouveau, je crois que ça dépend un peu de ce qu'on met derrière l'incubateur. Pour nous, l'incubateur, en tout cas en région, s'occupe à la fois de fournir des locaux pour les gens qui démarrent, mais surtout de leur fournir des services, à savoir leur apprendre à créer un business plan, une stratégie, etc. Et donc dans ces cas-là, la technopôle est très très semblable à un incubateur. Dans notre technopôle, il y a effectivement des locaux qui peuvent incuber des entreprises, mais qui sont gérés en fait par les communes. Et c'est bien ce qui intéresse les communes, c'est qu'une fois que les entreprises qui sont là, ils s'y habituent, donc ils y restent, et une fois qu'ils paieront des taxes, ce qui n'est pas le cas au début, il y aura une rentabilité à terme. Donc c'est très proche, normalement. Ouais, monsieur derrière. J'ai le micro, ouais. C'était une question pour Paul-François Fournier. Donc nous, start-up, et on a eu la chance en une semaine, effectivement, d'avoir de la part de BPI France, un go. Donc ça aurait pu être un no-go, mais en une semaine, on a eu le go sur le financement. Un prêt participatif, donc on était ravis, on découvrait ça. La question que je veux poser, c'est par rapport à ce que je découvre en matière de collaboration. Chasser en meute à l'allemande, oui, mais comment? Enfin, je n'ai pas compris ce que BPI France pouvait apporter dans cet esprit. Allez-y, on va regrouper des boîtes et on va les vendre, approcher des grands comptes. Et je suis persuadé que la clé, c'est ça. En France, on a trop peu de vendeurs, et la culture de la vente, parce que le business, c'est vendre, c'est rien d'autre. On l'a pas encore. Donc bravo, mais je ne sais pas en quoi ça consiste. Alors, bon, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier des dispositifs qui sont des programmes collaboratifs dont ils ont tous des noms barbares. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul dispositif avec une seule gouvernance. Et encore une fois, surtout que différents acteurs, avec un chef de file, qui ont un projet commun, 3, 4, travaillent ensemble pour faire un produit qui permette, encore une fois, de faire une innovation qu'ils n'auraient pas forcément pu faire. Parce que, un exemple dont on parle pas mal en ce moment, c'est Carmat, qui a été un des premiers projets qui a développé différentes compétences de Lagardère et d'autres acteurs, de Dassault, je crois, et puis de ADS, pardon. Oui, c'est Lagardère, Matra, et ensuite Matra, ADS. etc. Donc, ce qu'on veut simplement, et ensuite repris justement par le capital privé, en l'occurrence Truffle Capital. Et donc ce qu'on veut, c'est véritablement que ce genre de dispositif, on soit capable de le faire beaucoup plus vite, d'accord? Parce que ça marche éventuellement de prendre du temps quand on a des énormes projets. Par contre, pour qu'une start-up puisse rentrer dans ce type de dispositif, il faut que ça prenne plutôt quelques mois que quelques années. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est, je crois pas que le financement, rapidement, Paul-François, rapidement. Le financement, c'est pas uniquement la seule solution à chasser en meute. Je pense qu'il y a les pôles de compétitivité, il y a travailler aussi sur des politiques de filière. On parle des 34 plans. Il y a un certain nombre de dispositifs qui doivent permettre de faire en sorte que les gens se parlent, travaillent ensemble et voient la collaboration qu'ils peuvent avoir ensemble. Moi, je suis un peu frappé quand même de voir que on a quand même un raisonnement. On parlait tout à l'heure du financement et on en parle. Le financement, c'est quand même pas l'alpha et l'oméga de l'innovation non plus. Et donc, il faut aussi qu'il y ait des politiques industrielles, parce que si on continue à développer dans certains secteurs plein de petits nains, alors qu'il y a des très grands, il faut qu'on ait aussi un raisonnement de se dire, il faut peut-être parfois pousser un acteur à consolider et à jouer des acteurs. Et ça, les dispositifs, ils doivent être pas forcément financiers, mais ils doivent être incitatifs pour que les gens se parlent et voir leur intérêt de travailler ensemble. Donc c'est ça le dispositif. Attends, j'avais une dernière question, il faut qu'on... Voilà, monsieur, une dernière question et ensuite on fera la dernière partie avec Olivier Piètre et avec Jean-Noël de Galzin. Merci. Vous êtes dans un technopôle, vous, Jean-Noël de Galzin. En fait, j'ai deux petites questions. J'ai assisté il y a quelques mois à une réunion similaire au sein du MEDEF.
Et en fait, il y avait une espèce de consensus qui m'a un peu choqué. Ce consensus disait la chose suivante, c'est-à-dire qu'une société qui cherche un financement au démarrage, c'est 20% du capital et 200 000 euros, et en considérant a priori que toute société vaut 1 million d'euros. Il y avait une espèce de consensus. Bon, je ne sais pas si vous pouvez me confirmer ce consensus ou pas. Gilles, ouais, c'est à peu près ça. Ouais, je pense que c'est des chiffres. J'avais une autre question, je vous dis dans la foulée. Moi, c'est très bien de parler d'innovation, et c'est peut-être, il est peut-être temps que l'on donne au mot innovation un sens un peu large. Je pense justement, pour rebondir à la dernière question, que l'on vend. Il y a un problème de vente, effectivement, mais on vend un produit. Moi, j'ai 54 ans. J'ai passé toute ma vie dans le high-tech et très souvent dans le domaine des startups. J'ai vu une foultitude de projets qui ont été financés. C'est pas des projets, c'est même pas des technologies, ce sont des trucs, des bizarres, des bastringues, des bidules pour améliorer un process industriel à une époque où on parle justement de désindustrialisation. Donc c'est à mourir de rire. Bon. Il y a une chose que savent très bien faire les Américains, et c'est justement, je pense, un point sur lequel il faut insister lourdement. Les Américains, et je pense globalement les Anglo-Saxons, c'est qu'ils financent des sociétés, des startups qui ont dans leur business plan un produit. Forcément, si la société en question n'a pas pour finalité de la question, c'est quoi la question, monsieur? La question. Est-ce que dans le monde du capitalisme, etc., on se soucie du produit et donc du marché qu'il a derrière un produit. Ouais. On ne vend pas une techno, on ne vend pas de l'innovation, on vend un produit. Et un produit, c'est un marché. Voilà. Paul-François Fournier, c'est une question qui est tellement évidente pour oui, moi, mais bien sûr. C'est évident que pour moi. On en a déjà parlé, c'est sortir du brevet, quoi. Voilà. Hein, l'idée, c'est évidemment. Oui, allez-y. Juste sur votre premier point, c'est sûr qu'il y a, je pense qu'il y a le mot de 200 000 euros pour 1 million de capital, c'est complètement faux. Il y a effectivement tout et n'importe quoi. Ceci dit, il y a quand même des limites. C'est compliqué pour un investisseur de regarder un dossier pour rentrer à 1% du capital, parce que ça lui prend à peu près le même temps qu'ils mettent 10 000 euros, qu'ils mettent 1 million d'euros. Au-delà, c'est autre chose. Donc il y a forcément une limite. On ne peut pas demander 10 000 euros à un investisseur, lui demander de passer 6 mois à étudier le dossier. Donc il y a des limitations, c'est vrai. Inversement, un entrepreneur qui démarre en ayant lâché 90% de son capital, il n'est plus très motivé. Ouais. Donc, mais vous voyez, la limite est large. Hein. Je pense qu'il ne faut pas s'adresser, il faut pas croire que les choses soient aussi uniques que ça. Il faut simplement discuter le bout de gras comme toute négociation. Hein.